Merci, messieurs, d'être venus. Je vous présente rapidement donc Jean-Pierre Bangoua, le père de Lamine Bangoua, son avocat maître Alexis de Soif et Douglas de Koning du Journal de Morgan. Voilà, on est tous réunis dans le cadre d'une affaire de violence policière qui a mené à la mort de Lamine Bangoua. Et je vais commencer alors avec le papa pour vous demander encore une fois de raconter ce qui s'est passé le 7 mai 2018 et comment votre fils a perdu la vie. Donc évidemment, nous l'avons appris comme tout le monde dans les journaux, mais la différence c'est que la police de Ruslar ne pouvait pas directement venir chez nous. Ils ont laissé le message à la police de Malines. Et deux agents sont venus jusqu'à notre domicile. C'était vers 18h, je venais de rentrer de mon travail et ils ont commencé à nous raconter ce qui s'est passé, en disant qu'il y avait des huissiers de la justice avec la police qui était venue expulser Lamine dans son logement par manque de paiement de son loyer. Et le lendemain matin, vers 8 heures, on a quitté notre domicile pour nous rendre à Ruslar. Quand on est arrivé au niveau de Gand, à Gand, déjà, on était sur l'autoroute. Il y a un commissaire qui nous a appelés pour nous demander combien de personnes vont voir le corps. Nous étions au nombre de 4, moi, ma femme et mes 2 enfants, Rachel et Benjamin. Donc il dit c'est OK. Arrivé au commissariat de Ruslar, ils nous ont reçus et nous ont dit d'attendre. Ils nous ont fait attendre jusqu'à 15 heures. Et puis à 15 heures, ils nous ont donné 2 agents qui étaient en civil pour aller voir le corps de Lamine. Et on est arrivés ensemble à l'hôpital de Bruges, où Lamine était couché dans une chambre. Il nous a fait rentrer. Et par après, j'étais en train de prier. Et d'un seul coup, mon fils Benjamin a vu le sang sur le drap blanc. Il a commencé à se paniquer. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous l'avez fait? J'ai dit, du calme. C'est en ce moment que j'ai demandé à ce policier-là, est-ce que je peux prendre des photos? Il m'a donné l'accord de prendre des photos, qu'il n'y a pas de problème. Donc, concernant aussi des questions que j'avais commencé à lui poser, je lui ai dit, si vous ne dites pas ce qui est arrivé à Lamine, après ici, on ira demander les voisins pour savoir ce qui s'est passé. Et il m'a dit qu'on n'est pas en Afrique ici. Le policier vous a dit ça? Oui. Et je me retiens de prononcer son nom. Il nous a dit ça. Ma femme, mes enfants peuvent témoigner cela. Mais par après, il me dit que personne n'a rien vu. Parce que ça se passait dans sa chambre. Que personne n'a rien vu. J'ai dit, OK, que personne n'a vu quelque chose ou personne n'a rien vu. Nous, après ici, on ira demander les voisins pour savoir la vérité que vous voulez nous cacher. Parce que donc, répétons bien, quand vous voyez le corps de votre fils, on ne vous a pas donné d'explication de son décès. Et on n'a pas donné l'explication tout de suite. Et même, il disait que l'enquête est en cours. Mais il nous a interdit de toucher le corps et d'embrasser le corps. Nous n'avons pu voir Lamine que jusqu'ici parce que tous les restes étaient enveloppés. Mais malgré cela, nous avons constaté qu'il y avait des blessures sur son visage, partout des égratignures que nous avons pu constater. Jusqu'ici, sa mort n'a pas été élucidée. Nous cherchons pourquoi cela. Donc ça, c'était le 2e jour. Mais le 8, quand on a quitté l'hôpital, on s'est rendu à domicile de Lamine et on a commencé à sonner les portes des voisins pour les demander effectivement ce qui s'est passé. Et il y a une vieille qui est sortie il dit que le combi, il y avait plusieurs combis de la police et que quand même l'ambulance était venue, il n'y avait pas la place pour l'ambulance pour se garer parce que les rues étaient remplies par le véhicule de la police. Mais que lui
La femme là a témoigné qu'il n'a rien vu, mais qu'il entendait Lamine crier. Lamine criait fort dehors. Mais j'ai l'impression qu'on nous cache la vérité. Justement, M. Bangoua, par rapport à ça, quels sont les 2 points qui vous ont le plus choqué, révolté dans ce dossier et qui vous ont amené à exiger et demander justice? Bon, c'est le manque de transparence, parce que la police n'a pas dit tout de suite la vérité concernant la mort de Lamine. Donc ça c'est un. De 2, l'empêchement d'enterrer le corps, parce que nous avons introduit par le canal de notre avocat, l'ancien avocat que nous avons à l'époque, pour que nous puissions amener le corps de Lamine en Afrique et l'enterrer là-bas. Ils nous ont dit que cela est impossible, que Lamine ne sera enterré qu'ici en Belgique, mais il n'est pas question qu'on puisse l'amener en Afrique. On vient d'apprendre que l'audience à huis clos qui était prévue le 10 novembre va être reportée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 2 grandes lignes de défense de votre plaidoirie? Et donc l'audience du 10 novembre, c'est devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand qui va statuer en appel de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil de Courtrai. Et en fait, ce sont des juridictions d'instruction. À ce stade-ci de la procédure, c'est de savoir si oui ou non il y aura un procès en audience publique devant le tribunal correctionnel. La chambre du conseil de Gand a estimé au bout de 1 an de procédure et sur réquisition du procureur du roi qu'il fallait prononcer un non-lieu. Le procureur estimait aussi un non-lieu. Qu'est-ce que ça veut dire en droit un non-lieu? Ça veut dire que la justice considère qu'il n'y a pas de charge suffisante contre les policiers pour justifier un procès public devant le tribunal correctionnel. Et donc, moi, j'ai été consulté par la famille après cette ordonnance de non-lieu de Courtrai qui a été rendue le 26 juin. On a interjeté appel et puis j'ai pris connaissance de ce dossier et on a préparé l'audience en degré d'appel fixé au 10 novembre. J'ai été de surprise en surprise, de mauvaise surprise en mauvaise surprise dans ce dossier. Vous savez, quand on parle de charges suffisantes, on ne parle pas de preuves, ça c'est devant le tribunal correctionnel. Et donc, il faut des éléments à charge des policiers, et des éléments à charge des policiers, le dossier en est rempli. Et donc la décision logique dans un dossier comme celui-là, où il y a l'utilisation de la contrainte, de la force par la police de manière totalement disproportionnée, il faut quand même rappeler qu'ils étaient 8 policiers pour une personne. C'est l'huissier qui arrive pour exécuter un jugement d'expulsion, 1 500 € d'arriéré de loyer au départ, avec 2 agents de quartier. Lamine dort à ce moment-là, ne comprend pas, ne veut pas partir, ils appellent du renfort, qui appelle du renfort, qui appelle encore du renfort, et finalement ils se retrouvent à 8 policiers pour faire sortir d'une maison une personne. Il est incompréhensible que ça se termine par la mort de la personne. On est d'accord, ce sont des professionnels, c'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à quelqu'un qui dit « non, je ne veux pas ». Et en fait, ils utilisent la force pour le maîtriser. Ils utilisent cette technique du plaquage ventral sur un canapé. C'est la clé d'étranglement ou... D'abord une clé d'étranglement au cou pour le faire plier, et puis ils se retrouvent à plat ventre sur un canapé, et là ils exercent avec leurs genoux, ils sont à genoux dessus, une contrainte. Ils utilisent ça pour le menotter dans le dos. Une fois qu'il est menotté dans le dos avec des menottes métalliques et aux pieds avec des colsons, il y a cette chose terrible dans ce dossier, c'est cette vidéo qui dure 40 secondes, qui est prise par l'assistant de l'huissier. Et là, on voit cette vidéo que les policiers voulaient effacer. Et en fait, ils l'ont gardée parce qu'ils estiment que ça plaît dans leur faveur. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dû aller à Courtrai pour la voir, parce qu'elle était au greffe des objets saisis. Et je pense que le procureur général de Gand, qui a rédigé son réquisitoire de non-lieu pour confirmer l'ordonnance de la Chambre du Conseil, il a rédigé son réquisitoire de non-lieu en ne prenant même pas connaissance de cette vidéo. Et donc je demande que le 10 novembre déjà, ou à l'audience de plaidoirie ultérieure, on visionne ensemble, avec les magistrats, cette vidéo. Et que voit-on alors sur cette vidéo? Elle est glaçante. On voit ces policiers, en tout cas 5 qui sont autour de Lamine.
on aperçoit à peine Lamine et on l'entend pousser des cris, qui sont pour moi des cris de détresse, qui sont peut-être au départ des cris de colère, mais qui deviennent des cris de détresse et qui, n'importe quel être humain un peu sensé, se dit, il est en difficulté. Et en fait, ils continuent à appuyer avec leurs genoux et il étouffe parce qu'au moment où ils appellent les ambulanciers, l'ambulance pour lui administrer un calmant, après il se calme. Et en fait, quand les ambulanciers arrivent, il y a déjà plus de... Les ambulanciers ne sentent plus son pouls, donc il est déjà mort en fait. La façon dont la police a géré l'interpellation de Lamine. Il y a beaucoup de non-dits, de contradictions et de zones d'ombre. Et c'est pour lever toutes ces zones d'ombre-là qu'on s'associe à la famille, à tous les acteurs qui sont à la recherche de la vérité. Alors Douglas, bon, on va se tutoyer, on se connaît, tu es journaliste d'enquête pour De Morgan. Voilà, je voulais d'abord savoir comment tu étais entré en contact avec l'affaire Lamine Bangoua, et puis après la famille, et comment tu as décidé de poursuivre l'enquête. En fait, c'était d'abord Samira Attila qui s'est rencontrée sur Twitter, la sœur de Lamine. C'est une journaliste indépendante qui rencontre la sœur de Lamine. Oui, Samira, elle travaillait à ce moment-là à Pache. À ce moment, elle m'a parlé de cette histoire. C'était quelques semaines après la mort de George Floyd. Donc, on a vite lu ce qui est déjà paru dans la presse. Et si on a un peu d'expérience dans son métier, on peut lire entre les lignes. Quand tu connais et tu dis, oui, je veux rencontrer cette famille. Et donc, là, dernièrement, tu viens de sortir un article où tu t'es procuré avec ta collègue, Samira, plusieurs audios qui vous ont permis de retracer les derniers instants de vie de Lamine. Ce sont des témoins directs en temps réel qui sont en train d'expliquer ce qui se passe. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a vraiment joué avec des petits poupées. Un tel, il est là, un tel, il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Réécouter. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'était important parce que tu peux faire une ligne de temps, seconde après seconde, ce qui se passe. Ce qui était important pour moi, c'est que un des policiers, après la mort de Lamine, il se rend vers son commissariat et il fait un rapport sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et il dit... à un certain moment, Lamine a pris un couteau de cuisine. Il a essayé de le cacher, mais on voyait qu'il voulait nous attaquer. Il nous cachait ça pour nous. Donc c'est ça le moment où on a décidé d'utiliser la force. Et si c'est le cas, je pense que on est sans argument. On ne menace pas un policier avec un couteau, c'est clair. Mais si on écoute toutes les audios, qu'est-ce qu'on écoute? Parce qu'il y a encore d'autres choses qui se passent à Roeselare ce jour-là. Par exemple, vol dans le Colruyt. Il y a un petit garçon qui est tombé à l'école. Et quand il y a un homme pour qui il y a 8 policiers qui se sont mobilisés, qui menacent les policiers avec un couteau, on se dirait quand même qu'il y avait quand même un qui dit ça sur des enregistrements. Parce qu'en plus, dans leur déclaration, ils disent, quand on a vu le couteau, on est sorti de la maison en entendant du renfort. Mais on n'entend rien du tout sur un couteau. Donc sur toutes les transcriptions radio, on n'entend pas cette histoire. Juste une fois au début, mais pour dire, ouais, au début, il y avait un couteau, mais ça s'est passé maintenant. Sans doute, ils ont vu un couteau quelque part, ils ont dit, attention pour le couteau, je sais pas. Mais l'idée que Lamine a menacé les policiers avec un couteau n'est pas explicitement dite. Ce n'est que dans les paroles après de les policiers, pas dans l'audio. Ouais, voilà. Mais il y a encore quelque chose de plus important pour moi, c'est que le policier, il dit que Lamine était tellement excité quand il était en train de manipuler le couteau, il s'est blessé lui-même. Il a fait une blessure, il y avait du sang entre la pouce et l'index. Ça, il écrit ça noir sur blanc. Juste après les faits, quelques 2 heures après. Mais ce que ce policier a oublié, c'est qu'on est devant un cas mortel. Donc il y a une autopsie. Donc il y a des photos du corps. On peut regarder les photos. J'ai même
demander à un des experts qui a fait le rapport, quand vous faites un rapport d'autopsie, est-ce que vous mentionnez toutes les blessures ou juste les blessures dont vous pensez qui sont en relation avec l'incident? Ah non, et tous les pathologues vont vous dire la même chose. Non, on met toutes les blessures dans le rapport. On signale toutes les blessures. Tous. Mais une blessure comme ça, d'un couteau, ça prend 3 jours pour guérir. Ça ne peut pas être guéri en 20 minutes. C'est ça. Moi, il n'y a jamais eu de couteau, puisqu'on ne le voit pas sur l'audio, on ne le voit pas sur la blessure, on ne le voit pas sur les photos, et on ne le voit pas sur le corps. Voilà, donc d'après ton travail d'enquête, c'est un mensonge policier. En Couteau, plus, il y a aussi et cette menace de couteau. des policiers qui disent, moi je n'ai pas vu de couteau. Il y a un policier qui, Ah, en plus. devant le comité P, moi je n'ai jamais vu de couteau. Certainement, est-ce qu'on a manipulé un couteau? Je ne sais pas. Alors moi j'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo de toute façon à lire votre enquête à tous les deux, toi et Samira. Mais maintenant si on devait résumer 2 points pour toi qui sont le plus choquants dans le dossier, dans tout ce dossier d'enquête que tu as fait sortir samedi passé. Pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est sur l'audio. À certains moments, on entend dire un des policiers qui n'est pas impliqué dans l'histoire. Ah, on va encore une fois de plus faire venir un corbillard. On va encore une fois de plus faire venir un corbillard. Comme si ce n'est pas la première fois que ça s'est arrivé. En plus, ce qui m'a choqué aussi, c'est que le supérieur demande un situation report. Tout le temps, pendant des minutes et des minutes, il répète « Rappelez-moi, donnez-moi un situation report ». Il n'y a aucun des policiers qui répond. Tandis qu'on voit sur la vidéo, il y en a qui ne sont pas occupés avec la mine, ils sont juste dans leur coin en train de regarder. Ils peuvent parfaitement répondre. Tu sens que le policier sent qu'il y a un problème très grave. Il demande à ses agents « Rappelez-moi, mais par téléphone ». Voilà. Donc vous êtes en train de dialoguer sur une radio. Donc voilà, le supérieur demande au policier de le rappeler en privé pour ne pas être enregistré. Et il dit à un certain moment, amène le corps à l'hôpital et puis on va à l'intérieur, on va voir comment on fait. En gros, la justice estime, sur base de ce rapport d'autopsie, qu'il s'est étouffé tout seul. Mais ces images montrent qu'alors qu'il est maîtrisé, ils sont encore au moins 2 policiers avec les genoux sur ses épaules et que la cage thoracique, elle ne peut pas bouger parce qu'il y a aussi ces colsons qu'on a été encore rajoutés après alors qu'il était déjà maîtrisé. Donc on a agi en totale contradiction des règles. C'est une nouvelle pièce que je dépose au dossier, c'est le manuel de formation de la police qui dit qu'une fois que la personne est maîtrisée, menottée dans le dos, il faut éviter toute forme de contrainte et de pression sur les épaules ou la cage thoracique. Pourquoi? Parce qu'on risque d'étouffer la personne et qu'il y a un risque létal très important. Et donc, s'ils avaient agi selon les règles, ça ne serait pas arrivé. Mais il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi ces commentaires. Donc, on entend apparemment un des policiers dire il fait semblant d'être mort ou il joue la comédie. Aux ambulanciers. Quand les ambulanciers arrivent, il y a un policier qui dit à un ambulancier attention, il fait semblant, hein, il fait semblant. Et il y en a un des ambulanciers dit le policier m'a dit attention, il fait semblant d'être mort. Ce qui est frappant au niveau de la procédure, et c'est un argument que je développe et que je développerai devant la Cour, c'est que la procédure n'a pas été respectée. La Cour européenne des droits de l'homme, quand il y a mort d'homme entre les mains des agents de l'État, indique toute une série d'obligations procédurales. Il faut agir le plus rapidement possible, il faut séparer les agents ici de police les uns des autres et recueillir leurs témoignages sur les faits le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'on voit dans le dossier? C'est que Lamine n'est pas encore conduit à l'hôpital, que le supérieur hiérarchique dit à la radio « conduisez-le à l'hôpital ou faites-le conduire à l'hôpital » et nous on se voit, sous-entendu au commissariat, et on verra. Et donc on organise une réunion de débriefing, il y a 2 policiers qui le disent dans leur audition, qui font référence à cette réunion, et ils ne sont entendus par le comité P qu'1 mois plus tard. Et donc je dis clairement dans ce dossier, c'est que le parquet n'a pas fait le travail comme il fallait, le procureur du roi de Courtrai a essayé de garder l'enquête, alors qu'on sait que quand il y a mort d'homme, il faut une enquête totalement indépendante, dit la Cour européenne des droits de l'homme. En droit belge, c'est le juge d'instruction qui l'incarne. Le procureur a voulu
mener l'enquête seul, a juste demandé le juge d'instruction pour faire l'autopsie parce qu'un procureur ne peut pas l'ordonner. Le juge d'instruction a décidé de conserver le dossier. Il l'a confié au comité P. Le comité P auditionne les policiers 1 mois après les faits. Pourquoi si longtemps après les faits? Et on sait que durant ce mois-là, il y a eu cette réunion entre les policiers qui a évidemment pollué leur témoignage parce que tout le monde entend la version de tout le monde. Et on se rend compte, quand on lit toutes les auditions, qu'ils suivent un fil rouge. C'est probablement la version sur laquelle ils se sont mis d'accord pendant cette réunion. Et puis sur des détails, ils se contredisent. Et c'est là évidemment un argument aussi pour dire à la cour d'appel, il y a des charges. Regardez comme ils se contredisent sur des éléments essentiels. C'est la preuve qu'ils ne disent pas la vérité. Et comme le dit le papa de Lamine, c'est qu'il y a un manque de transparence. Et rien que pour ça, la seule manière que je vois pour corriger ça, c'est de dire on va aller au procès public devant le tribunal correctionnel où les policiers devront se justifier. Dans ton enquête, c'est signalé, le corps de Lamine est toujours détenu à la morgue et donc la famille ne peut pas faire son deuil. Bah oui, en effet, le corps apparemment 2 ans et presque 2 ans et demi après, le corps il est toujours dans la morgue quelque part à Jette. À chaque jour, il s'ajoute 25 €. Apparemment, on est devant une facture de 30 000 € ou quelque chose. 30 000 €. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui. Et ce que moi j'ai essayé de vérifier, parce que la famille m'a dit à un certain moment qu'ils ont été contactés par un avocat qui leur disait « Oui, on peut régler quelque chose, si vous arrêtez votre procédure, on peut faire tomber la facture ». Pour moi, c'est une forme de chantage avec un corps humain. Je ne vois pas d'autres explications. J'ai appelé le procureur, je lui ai posé la question. Il a commencé à expliquer que effectivement, il y a eu une réunion, il y a eu une méditation, effectivement, qu'il y avait une demande de la famille. Donc, mais on n'a jamais fait le chantage. Mais c'est comme dire, oui, on a fait le calcul, 1 + 1 + 1, mais on n'a pas dit que c'est 3. Mais donc, parce que c'est toujours difficile à comprendre de ce point de vue, enfin, du côté francophone, c'est ce côté où, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une aide publique ou voilà, comment ça se fait que ce corps est toujours là et qu'on demande des sommes astronomiques alors à la famille qui a déjà perdu quelqu'un. Apparemment, dans une première phase, ils ont dit adressez-vous au CPAS. Ouais. Ce qu'ils ont fait, ils sont d'abord s'adresser au CPAS de Willebroek, je pense. Puis Willebroek a dit non, vous devez aller à Roeselare. Mais donc ça a pris du temps entre les deux CPAS. Et finalement, le coût a continué à augmenter. Et il n'y a personne dans ce système qui dit il y a une famille en deuil, il faut les aider. Le corps de Lamine n'a pas encore été restitué à la famille. Ça fait maintenant près de 30 mois que l'enquête a commencé et qu'on a perdu notre frère. On n'a pas pu encore l'ensevelir et la famille n'a pas encore pu faire son deuil. Je fais un bref parallèle avec l'affaire George Floyd, justement. Il faut savoir que les agents de police qui ont donc assassiné George Floyd, ils ont été libérés sous caution. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 millions de dollars qui ont été mis à disposition de ces 3 agents de police pour qu'ils puissent être libérés sous caution. Alors je pense que nous, ici à Bruxelles, pour Lamine, on pourrait aussi faire le même effort afin de récupérer... Et même en Belgique, pourquoi pas? Oui, mais en Belgique, récupérer le corps. Tout ça, c'est d'un point de vue activiste, militant. Maintenant, si je me remets dans ma position, on va dire, d'être humain, je pense qu'il devrait récupérer le corps gratuitement. Avec tout ce que vous venez de nous expliquer, maître de Soif, et tout ce que le papa de Lamine nous a expliqué, on a l'impression d'être dans le cas d'un George Floyd belge, c'est-à-dire une intervention policière qui se termine par une asphyxie, comme aux États-Unis. Et ici, ça fait 2 ans et on n'en parle pas, rien ne se produit. Est-ce que vous espérez, si vous êtes entendu dans votre plaidoirie, et si les policiers sont renvoyés en procès, est-ce que vous espérez qu'on en parle à la hauteur de la gravité de l'affaire? Parce que ce qui se passe et ce qui s'est passé est extrêmement grave.
Cette affaire est extrêmement grave, effectivement. Il y a un jeune homme, 27 ans, qui a perdu la vie, alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Et en plus, c'est par des professionnels qui incarnent l'autorité de l'État, qui sont formés et qui sont responsables de la mort de Lamine. En droit pénal, on qualifie ça de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Évidemment, ces policiers n'ont pas voulu la mort de Lamine, mais ils ont utilisé la force, ils ont le monopole de la force, ils l'ont utilisée de manière disproportionnée et non prévue par leur propre formation, j'ai dit les raisons, et ça a entraîné la mort de Lamine. Et donc ils doivent être jugés pour ça. On ne peut pas évacuer cette affaire en disant un non-lieu, il n'y a pas de charge, on n'en parle plus. Celles et ceux qui comparent la mort de Lamine Bangoura à celle de George Floyd, je comprends, parce qu'il y a des points de comparaison tout à fait pertinents. C'est des agents de police qui, à un moment donné, maîtrisent une personne et la menottent dans le dos, et puis continuent, avec le genou, à exercer une pression sur la cage thoracique. Cédric Chouviat, en France, est mort de la même manière. Une fracture de la glotte. Le rapport d'autopsie pour Lamine dit qu'il y a une fissure de la glotte. On voit que tous ces éléments jouent. Donc, au vu de tout ce qu'on a entendu, de ce qu'Alexis de Soif, maître Alexis de Soif a expliqué, les deux journalistes de De Morgan, on entend bien qu'il a régné là une atmosphère de mépris vis-à-vis de Lamine, un certain cynisme aussi par rapport au secours, aux cris de détresse dont Lamine témoignait. Et une brutalité qui n'était absolument pas nécessaire par rapport à la situation. Une sorte de déshumanisation. Voilà, je parle de cette déshumanisation et la disproportion par rapport au problème de départ pour lequel les policiers viennent. Donc voilà, il y a un impayé de 1 600 €. Ça n'exige aucunement ce type de traitement et on a entendu que Lamine ne montrait pas une telle agressivité qui nécessitait le déploiement de toute cette force. De 8 policiers. Et en plus de ça, on entend qu'il y a non-assistance à personne en danger, qu'il y a un mépris qui est présent, qu'il y a un cynisme, qu'il y a des rires. Et donc, un mépris raciste, on peut le dire. Un mépris raciste, voilà, c'est là que je veux en venir, okay, justement. Pardon, oui. Justement, c'est là que je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas comprendre un tel déploiement de mépris, de brutalité, s'il n'y a pas derrière des pulsions racistes, négrophobes très fortes. Et donc, il y a quelque chose que nous, en tant que association antiraciste, association afrodescendante, on doit dénoncer cette négrophobie et ce racisme de manière générale qui règne dans cette institution d'État qui est la police. Les forces de l'ordre qui sont donc impliquées dans le dossier doivent absolument assumer leurs responsabilités, voire leur culpabilité. Et le fait de voir tout l'engrenage judiciaire, voire politique, qui leur permettrait de déroger à cette règle, je vais dire, peut faire en sorte, et là je le dis avec un peu de provocation pour que les gens réagissent, peut faire plonger la jeunesse bruxelloise dans une forme de radicalisation dans laquelle on va avoir du mal à sortir encore une fois. C'est ça. En fait, s'ils étaient à nouveau acquittés, enfin qu'il y avait un non-lieu et pas poursuivis, clairement. Là, ça radicaliserait une partie de la jeunesse afrodescendante qui considérait qu'il n'y a pas de justice. Je pense. Voilà, on va avoir l'impression qu'ils font ça de façon impunie. Donc, ils peuvent nous tuer sans être sanctionnés derrière. Voilà. Oui, donc Cassidy parlait de colère et je suis tout à fait... voilà, c'est un diagnostic qu'il faut... c'est pas le diagnostic, c'est la réaction qui est celle de la colère. Elle est tout à fait justifiée au vu du nombre de cas, que ce soit des morts, mais aussi des discriminations, des mépris quotidiens et structurels qui jalonnent l'histoire de la Belgique par rapport aux présences noires. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de colère qui est difficile à contenir. Donc, on doit travailler avec cette colère et certainement pas la condamner, puisqu'elle a toutes ses raisons d'être. En Flandre, il y a aussi eu ce cas de ce jeune étudiant. Sandadia. Voilà, c'est du lynchage moderne. Et donc, on est dans une période où on ne voit pas comment sortir de ces impasses négrophobes, puisqu'il n'y a aucune
responsabilité, autorité, institution responsable qui prend... Qui même la reconnaît, Voilà, les même différents compartiments de cette négrophobie structurelle. Exactement, exactement. Il n'y a pas de couverture médiatique, il n'y a pas de reconnaissance des faits, des phénomènes, et donc il n'y a pas de justice. Donc forcément, il y a une colère qui monte et qui ne fait que s'amplifier. De même qu'il y a toute une série d'autres dossiers qui sont en cours, malheureusement. Je pense à la famille de Mehdi, je pense à la famille d'Adil, je pense à la famille d'Akram à Anvers, je pense à la famille de Maouda, et qui a un vrai travail militant sur la violence policière. On parle quand même de faits qui remontent à 2 ans. On avait fait le parallèle, ou en tout cas certains le font et beaucoup le font, avec comment George Floyd a été asphyxié jusqu'à ce qu'on s'en suive par des policiers. Comment tu expliques que, en fait, ton enquête sort maintenant, 2 ans plus tard, et que quelque part ça ne fait pas, en tout cas, le bruit médiatique que la gravité des faits devrait, normalement, on devrait s'attendre à un peu plus de couverture de la part de la presse, et que ce soit, bon, du côté flamand, oui, mais du côté francophone, c'est... Voilà. Non, la vraie histoire sur ce qui s'est passé ce jour-là, à mon avis, n'a jamais été écrit dans aucun journal. Il y a un collègue à moi, je dois avouer, c'est Laurens Kins du Krant van West-Vlaanderen. C'est un journaliste local qui fait du judiciaire, qui va à tous les commissariats, tous les palais de justice. Et lui, il a fait un papier, une fois. On a porté plainte contre lui avec la zone policière. La zone de police a directement porté plainte contre lui. Et on a blacklisté pendant 1 an. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il appelait parce que lui, ses outils de travail, c'est son téléphone, ses lignes avec les zones de police, avec le parquet. Lui, il ne pouvait plus faire son travail à Rousselard. Il était coupé de toute information pour faire son travail de localier de justice. Infos, ouais. Ce qui est très grave pour lui. D'accord. Donc, c'est une façon d'expliquer que parfois les journalistes ont peur de traiter ce type d'affaires. Oui, c'est que vous avez. Bon, nous, parfois, on doit faire des choix. Et je pense que beaucoup de mes confrères, parfois, ils font le choix le plus facile. De ne pas chercher les ennuis. Pas chercher des ennuis. Y compris judiciaires même, peut-être. Parce que ça me choque le plus. Pour moi, personnellement, des accidents peuvent arriver. Des policiers qui doivent faire 50 interventions par jour. Des accidents, ça peut. Mais dans la vraie vie, on doit tirer des leçons pour que ça ne se répète pas. Ce que je vois ici, dans ce dossier, c'est que les agents, je suis désolé, ils ne disent pas la vérité. Ils déforment la réalité. Il faut interpeller encore plus précisément sur cette affaire Lamine Bangoura, qui ressemble quand même à trop de points de vue à l'affaire George Floyd, qui est donc peut-être notre George Floyd belge, pour parler comme le langage médiatique dominant. Or, ça ne fait aucun bruit. Donc ça s'ajoute à une certaine déshumanisation ou à ce renfort négrophobe, puisque ça fait 2 ans que la presse dite mainstream ou généraliste ne parle pas de cette affaire. Exactement, et ça c'est précisément le 2e point. Donc ça fait 2 ans et demi quasiment que Lamine est mort. Et si nous, on est là, et c'est pour ça aussi que Change a invité la famille Bangoura le 7 juin lors du rassemblement à Bruxelles, PLM, avec d'autres associations qui soutenaient cette initiative et qui apportaient leur aide, c'est parce que depuis lors, le système judiciaire, en fait, bafoue, piétine les droits de la famille, les droits en termes de justice, qu'on leur cache la vérité, avec voilà la question structurelle du racisme structurel, un système judiciaire qui couvre les actes racistes de la police et qui met la famille dans la situation d'être criminalisée, de se retrouver responsable. Lamine se retrouve responsable de sa propre mort et donc une déshumanisation en continu qui s'illustre aussi par le fait que le corps de Lamine est toujours à la morgue et le fait que le corps soit toujours à la morgue est aussi le résultat de ce système qui prive la famille de leur dignité. Et donc s'il n'y a pas, face à ces rapports de force structurels, s'il n'y a pas nos associations,
la famille se retrouve seule et c'est perdu d'avance. Donc aujourd'hui, c'est ça notre travail, c'est celui-là qu'on fait, c'est soutenir la famille dans son combat. Et ce qui m'a le plus choqué, moi, et ça ressort de cette vidéo, c'est la déshumanisation. C'est la déshumanisation au moment de l'intervention. C'est que on voit ces policiers sur ces images terribles qui durent 40 secondes. Ils n'ont pas l'air d'avoir été au bout de leur force pour les maîtriser, contrairement à ce qu'ils disent dans leur audition. Ils ont l'air plutôt relax. Il y a même un policier, celui qui est au pied de la mine, qui rigole, qui sourit. Et il y a ces cris terribles et personne ne réagit. C'est pourtant un être humain qui est en train de crier et on le traite comme si c'était un animal, en tout cas comme si ce n'était pas un être humain. Et si on avait réagi dans le chef des policiers présents avec l'humanité évidente qui incombe aussi dans leur profession, eh bien, il se serait à un moment donné, quand ils ont appelé l'ambulance, ils auraient veillé à peut-être prendre son pouls, peut-être une fois sentir s'il y a encore un rythme cardiaque ou s'il respire encore. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont visiblement essuyé son visage, parce qu'ils décrivent son visage avec de la mousse sur les lèvres, avec de la snotte qui sort de son nez, et ils disent même que c'était vraiment pas joli à voir. Or, la première déclaration de l'ambulancier, quand le comité P lui demande comment était la mine Bangoura au moment où vous arriviez sur son visage, l'ambulancier dit il y avait un petit peu de sang sur ses lèvres. Alors, quand les policiers disent c'était pas joli à voir et que l'ambulancier dit il y avait juste un peu de sang sur les lèvres, dans le dossier, on voit que le rapport photographique après les faits montre 2 mouchoirs remplis de sang et de glaire en boule sur le canapé, dont personne ne parle dans le dossier. La seule explication que je vois sur base des éléments du dossier, c'est que les policiers se sont efforcés de nettoyer le visage de la mine avant que les ambulanciers arrivent, parce que c'était pas joli à voir et qu'on allait peut-être leur poser des questions. Au lieu de lui essuyer le visage, s'ils avaient vérifié s'il respirait encore, ils auraient peut-être pu commencer à lui faire un massage cardiaque et peut-être qu'on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui. Et donc dire dans ce dossier qu'il n'y a pas de charge suffisante pour renvoyer les policiers devant le tribunal correctionnel, je vous avoue, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier d'avocat, je ne comprends pas. Mais selon vous, pour quelle raison le corps de votre fils est toujours détenu là? Maintenant, est-ce qu'il y a toujours un contact avec quelqu'un d'autre que les pompes funèbres pour récupérer ou forcer à récupérer le corps de votre fils? Non, le problème qui est là, le montant dont on vient de parler, c'est 25 € par jour. Donc, depuis 2018 jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas payer Ce cette somme. serait plus ou moins 30 000 €. Quoi. Oui, Ouais. donc, parce que nous renonçons déjà à l'héritage de la mine. Alors que la somme dont on parle fait partie de l'héritage de la mine. Nous le refusons. Mais vous voulez quand même toujours récupérer, pouvoir récupérer son corps et l'enterrer. C'est à l'État de voir comment ils vont juger l'affaire pour pouvoir prendre ça en charge. Parce qu'à l'époque, on avait demandé cela et le comité de médiation nous ont dit qu'il y a à l'époque que le juge a dit qu'ils n'ont pas l'argent à la caisse pour pouvoir faire face à l'enterrement de la mine, y compris les 25 € qu'on devrait payer par jour. À l'époque, c'était 8 000 € et de nos jours, je crois que c'est un bagatelle de 30 000 € qu'on ne peut pas payer. D'accord, mais donc pour que les gens comprennent bien, ce que vous demandez, vous, c'est de pouvoir récupérer le corps sans devoir en plus payer des sommes faramineuses, quoi. Simplement pouvoir l'enterrer ici en Belgique. Mais au moment où nous étions capables de le faire, le temps là est révolu. Maintenant, on a renoncé à l'héritage de la mine, donc c'est aux juges de voir comment ils vont trouver une solution à ce problème. Mais quelle serait la solution qui vous agréerait le mieux alors qu'il y a 2 ans qui sont passés maintenant? Qu'est-ce que vous demandez, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir maintenant? La justice.
sans laquelle nous ne pouvons rien faire parce que nous ne pouvons même pas commencer notre deuil dans la mesure où l'enfant est toujours dans le frigo. Donc, dans ce cadre-là, c'est difficile. C'est un élément qui est très difficile pour nous à gérer. Avoir son fils, sa place n'est pas dans le frigo, il doit être enterré. Et après l'enterrement, on continuera toujours le combat jusqu'à ce que la justice soit faite.